Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'aimerais réfléchir avec vous sur la relation entre le capital économique et la bourgeoisie. Mais d'abord, qu'est-ce que la bourgeoisie? On parle en sociologie de la bourgeoisie industrielle, la bourgeoisie bancaire, la bourgeoisie commerçante. On parle aussi de la bourgeoisie des grands propriétaires d'agences d'assurance, la bourgeoisie des professions libérales, les médecins, les avocats, les experts comptables, les ingénieurs, etc. On parle aussi de la bourgeoisie de la haute fonction publique, les hauts fonctionnaires, les ministres, les préfets, qui en général sortent tous de l'ENA ou de Sciences Po. Ce sont des écoles typiquement bourgeoises. On oppose la bourgeoisie économique, qui est plutôt dotée en capital économique, c'est-à-dire qui sont plutôt riches en argent, si vous voulez, à la bourgeoisie culturelle, qui est plus dotée en capital culturel, en culture, en savoir, etc. La bourgeoisie culturelle est constituée de plusieurs sous-classes, comme les professeurs d'université, les enseignants, les artistes, etc. Donc la bourgeoisie culturelle, les enseignants, les artistes, a plus de capital culturel et moins de capital économique que la bourgeoisie économique. C'est-à-dire tout simplement que les artistes, par exemple, qui sont une sous-classe de la bourgeoisie culturelle, sont plus cultivés, mais moins riches que les industriels. Autrement dit, les industriels sont plus riches économiquement et moins riches en capital culturel, moins cultivés. Les banquiers sont plus riches économiquement, mais moins cultivés que les professeurs d'université. Alors, je prends ces exemples-là pour vous montrer que le monde est relationnel et que pour comprendre les classes sociales, il faut les comparer entre elles. Et pour comparer les classes sociales, Pierre Bourdieu utilise deux concepts majeurs, à savoir la somme de capitaux, la somme de capital, et la structure du capital. Je reviendrai sur ces deux concepts, donc la somme de capital et la structure du capital, parce que ce sont les deux structures qui déterminent vraiment la classe, les habitus, etc. Il faut savoir aussi que la bourgeoisie du public, les hauts fonctionnaires par exemple, et la bourgeoisie du privé, comme les PDG et les industriels, c'est exactement la même bourgeoisie. C'est-à-dire qu'ils vivent dans les mêmes quartiers, il y a un entre-soi résidentiel, il y a un entre-soi scolaire, ils vont dans les mêmes écoles bourgeoises, l'ENA, Sciences Po, HEC, il y a un entre-soi sexuel choisi, donc ils se marient entre eux, il y a un autre-soi professionnel, ils ont les mêmes réseaux professionnels, ils font les mêmes métiers, etc. Pour comprendre cette identité entre la bourgeoisie de l'État, la bourgeoisie du public et la bourgeoisie privée, la bourgeoisie du marché, il faut s'intéresser par exemple à ce phénomène très important qu'est le pantouflage. Le pantouflage, qu'est-ce que c'est? C'est la confusion entre l'État et le marché, entre le public et le privé, entre l'intérêt général et l'intérêt privé. Donc vous avez des députés qui vont travailler dans des entreprises privées, vous avez des industriels qui deviennent députés, vous avez aussi des hauts fonctionnaires qui vont travailler dans de grandes multinationales et vous avez de grands gérants, de grands PDG qui deviennent hauts fonctionnaires. Donc l'État et le marché, les administrations publiques et les entreprises sont entre les mains de la grande bourgeoisie. On ne peut pas opposer l'État, qui serait le siège théoriquement de l'intérêt général, de l'intérêt universel, de l'intérêt du peuple, et le marché qui serait plutôt le réceptacle des intérêts privés. Les deux, donc et l'État et le marché, sont monopolisés par les riches, par les dominants. Donc l'État et le marché sont des instruments de la domination bourgeoise. L'État et le marché sont au service des forces privées. On peut prendre des exemples concrets pour démontrer ce genre de thèse, comme la suppression de l'ISF, le CICE, etc., etc. Donc, les dominants, les riches, monopolisent l'État pour servir leurs intérêts, tout simplement. Alors, faut-il abolir l'État? Est-ce qu'on pourrait vivre dans une société sans police, sans gendarmerie, sans État? Est-ce que le peuple peut s'autogérer sans avoir besoin d'État? Faut-il abolir le marché? Est-ce qu'on peut vivre sans marché, sans offre, sans demande, sans entreprises privées, mais avec des entreprises publiques, des entreprises qui sont gérées par le peuple, au service du peuple? Faut-il abolir la monnaie? Euh, on sait qu'il y a des cultures, des sociétés, par exemple les sociétés traditionnelles, les sociétés primitives, en Amazonie par exemple, ces sociétés vivent sans État, sans gendarmerie, sans police, sans monnaie, sans marché. La question c'est est-ce qu'une société sans État, sans marché, sans monnaie est souhaitable? Est-ce que nous voulons vivre vraiment sans police,
sans entreprise privée, sans monnaie, etc. Merci pour votre attention, encore une fois. N'hésitez pas à liker.